Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec le quotidien La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invitée aujourd'hui est Marielle de Sarnez. Bonjour Marielle de Sarnez. Vous êtes députée européenne, vous êtes vice-présidente du MoDem. Vous serez interrogée dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix, bonjour. Par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame, bonjour. Et par Benjamin Rosier pour RCF. Bonjour. La première question vous est posée par Laurent de Boissieu. Alors, le MoDem, en alliance avec l'UDI, a obtenu 10% aux élections européennes. C'est un beau score. Vous aviez eu le MoDem seul 8,5% au précédent scrutin européen. Quel est l'avenir de cette alliance entre l'UDI et le MoDem? Est-ce que l'UDI et le MoDem doivent, à l'avenir, former un seul parti pour peser plus fort dans la vie politique française? L'avenir du centre est tout à fait lié à la question de la situation politique française et je pense de la nécessité, mais vitale, on va en parler dans cette émission, je pense d'un renouvellement en France. Changement de nos institutions, d'un changement de logiciel, pourrait-on dire. On voit bien que aujourd'hui, tout est à reconstruire. Dans cette reconstruction, dans ce renouvellement, le centre a une responsabilité très particulière. On voit l'état aujourd'hui du gouvernement et du Parti socialiste. On voit l'état aujourd'hui de l'UMP, peut-être on en dira un mot. Eh bien, au fond, la seule force qui peut porter un renouvellement, qui peut être un levier pour un rassemblement futur, c'est le centre. Alors, ça nous donne des responsabilités et ça nous donne notamment un impératif, c'est de travailler à notre union, à notre rassemblement. C'est compliqué de rassembler le centre. Non. Dans l'histoire de France, ça a toujours été compliqué. Oui, ben écoutez, c'est pas parce que d'abord c'est compliqué qu'on ne le fait pas. On l'a fait pour les élections européennes et je crois que ce que François Bayrou et Jean-Louis Borloo avaient décidé de faire ensemble, c'est très important pour l'avenir. Ça ne veut pas forcément dire fusionner dans un seul parti, ça c'est pas du tout de saison. Et ça n'est pas la réponse. Les questions d'appareil ne sont pas les réponses aux questions aujourd'hui que se pose le pays. Par contre, avoir un courant politique au centre qui puisse incarner le renouvellement et être un levier pour un rassemblement, toute chose nécessaire au pays, ça oui, c'est utile. Le retrait de Jean-Louis Borloo pour raison de santé, est-ce que ça ne complique pas cette alliance, qui était surtout une alliance entre deux hommes, François Bayrou et Jean-Louis Borloo? Je crois que ce qui a fait la raison de cette alliance, c'est-à-dire la nécessité d'une force du centre dans ce pays, c'est toujours là et c'est encore plus là quand vous voyez la décomposition dans les familles politiques et dans les courants politiques qui nous entourent. C'est donc notre responsabilité que de continuer sur cette ligne renouvellement, rassemblement. Benjamin Rosier, RCF. Le renouvellement dont vous parlez, prioritairement, il doit être dans quel domaine exactement? Je pense qu'il faut repenser la démocratie française. On voit bien aujourd'hui toutes les dérives. Oui, probablement, une nouvelle république. Alors, je ne veux pas dire 6e République, parce qu'au fond, 6e République, ça voudrait dire qu'on change la manière dont on élit le président de la République. Ce n'est pas ce que je veux dire. Donc, je pense qu'on doit repenser nos institutions, avoir enfin, au fond, un Parlement qui représente la France et les différents courants politiques, inscrire le pluralisme comme, au fond, un moteur de la démocratie, avoir moins de parlementaires, moins de députés, moins de sénateurs, mais un vrai contre-pouvoir. Vous maintenez le Sénat ? Oui, mais je pense qu'il faut presque diviser par 2 le nombre de sénateurs, qu'il faut diminuer drastiquement le nombre de parlementaires pour avoir un pouvoir parlementaire et un contre-pouvoir qui soit plus fort. Et puis il faut des mesures, on va dire, de moralisation de la vie publique, nous le disons depuis longtemps, la suppression de ce qu'on appelle ces micro-partis qui permet, il y en a presque 300 aujourd'hui dans la vie politique française. Vous n'en avez pas, Marielle de Sarnez? Non. Bon, ah non, j'essaye de mettre mes actes en conformité avec ce que je dis et ce que je propose et ce que je pense. Voilà, je pense qu'on doit repenser nos institutions. On voit bien que tout ça est à bout de souffle, que ça ne fonctionne plus. Et donc il faut reprendre cette question de la démocratie française à bras-le-corps. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Si ce renouveau passe par le centre, comment expliquez-vous que finalement une personnalité du centre comme François Bayrou n'ait pas été capable de capitaliser sur son merveilleux résultat des élections de l'élection présidentielle de 2007? Marielle de Sarnez. Je pense qu'on capitalise pas mal. Aujourd'hui, François Bayrou est quelqu'un qui est, on va dire, tout à fait estimé, reconnu, une personnalité publique française dans laquelle les Français ont confiance. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Alain Juppé, il y a François Bayrou, il y en a quelques-uns. Il y avait Jean-Louis Borloo aussi, il y a Jean-Louis. Voilà, ils sont quelques-uns, donc je suis plutôt heureuse de ça. Et je pense que c'est une personnalité qui peut évidemment continuer d'apporter à notre pays.
Écoutez, 2007, si rater le coche, c'était vous n'avez pas réussi à être élu, oui, c'est vrai, François Bayrou n'a pas été élu président de la République française en 2007. Je pense que c'est peut-être ça à quoi vous faites allusion, c'est exact. Mais il y avait des choix qui s'imposaient. Pourquoi on ne l'a pas été? Parce que, au fond, quand vous avez le principal parti UMP de droite et le principal parti socialiste de gauche qui, à un moment, se mettent ensemble pour, au fond, bloquer un score possible, évidemment que c'est difficile dans les institutions françaises. Laurent de Boissieu, La Croix. Une des raisons du succès de Bayrou en 2007, ça avait été son score du premier tour à la présidentielle, ça avait été sa capacité à rassembler du centre-gauche au centre-droit. Aujourd'hui, le MoDem, on a l'impression que vous perdez votre aile gauche. Jean-Luc Benamias veut créer une sorte d'UDI de centre-gauche, de même qu'il y a une UDI au centre-droit. Est-ce que le MoDem est encore au centre ou est-ce que le MoDem est passé aujourd'hui au centre-droit, c'est-à-dire en alliance avec l'UDI et l'UMP à droite? On vous pose 12 fois par jour, Marielle de Sarnez, c'est ça? Non, pas du tout. Il n'y a que lui pour poser ce genre de questions. Il faut que vous le sachiez, vous avez un spécialiste, et donc les spécialistes, ils aiment disséquer, décortiquer. La vérité, c'est que les questions pour demain, les questions de partis politiques, elles sont importantes, mais pas si importantes que ça. Le MoDem a son existence, il est une force cohérente, il est au centre de la vie politique française. C'est un parti qui se caractérise par une absence de sectarisme, par une forme, au fond, d'ouverture. Si les choses se font et qu'elles vont dans le bon sens, nous le disons et nous le souhaitons. Nous avons une capacité à rassembler, c'est ce que nous avons proposé à Jean-Louis Borloo, de pouvoir travailler ensemble à l'émergence de ce centre uni. Eh bien, au fond, moi je suis très heureuse d'être aujourd'hui dans cette formation qui se porte bien. Il n'y a pas beaucoup de formations politiques, je dis ça en passant. Parce que si ce n'est pas moi qui le dis, vous n'allez peut-être pas le souligner. Il n'y a pas beaucoup de formations politiques qui aujourd'hui se portent bien sur l'échiquier politique français. Il n'y a pas de problème. À tout point de vue, à tout point de vue, et du point de vue éthique aussi, et du point de vue politique aussi, et qui sont en cohérence avec un certain nombre d'idées et de valeurs, avec un leader non contesté, avec une équipe cohérente. Ça mérite aussi d'être souligné. Le MoDem va bien. Le MoDem va bien, mais si ce n'est qu'il y a quand même des réalités, que lorsque vous avez signé une charte d'alliance avec l'UDI, dans cette charte, il est clairement indiqué que les futures alliances nationales que vous pourriez avoir demain, ce n'est pas avec la gauche, c'est forcément avec la droite. Donc le MoDem d'aujourd'hui n'est plus le MoDem d'hier. C'est votre thèse. Nous sommes au centre. Vous savez, vous parlez de choses. Pour ceux qui nous suivent, c'est compliqué. C'est simple. Ce sont des grands spécialistes. Mais quand même. C'est simple de savoir si vous êtes allié. Je vais vous répondre. La droite ou la gauche ou avec c'est une réalité politique. Si je peux, je vais vous répondre. Allez-y. Est-ce que l'UDI est plutôt un parti de centre-droit? La réponse est oui. Ces alliances sont plutôt naturellement avec l'UMP. Le MoDem est un parti de centre. Alors oui, nous avons fait une alliance de centre-centre-droit. Est-ce que nous pouvons demain... est-ce que des sympathisants de centre-gauche, des gens qui vont être déçus, des Français qui vont être déçus de l'action des socialistes ou de l'action du gouvernement ou du pouvoir actuel vont pouvoir rejoindre cette force centrale? Aujourd'hui, centre-droit, je l'espère, je le souhaite. Si nous avons un jour, si nous pouvons incarner un jour une force centrale de la vie politique française, qui peut aller du centre-droit jusqu'au centre-gauche en passant par le centre au centre, c'est-à-dire par le mouvement démocrate, j'en serais très heureuse. Vous y croyez encore? Oui, bien sûr. C'est nécessaire pour le pays. Benjamin Rosier, RCF. On parlait tout à l'heure de l'état de l'UMP. Bon, vous disiez que le MoDem va plutôt bien. Oui. L'UMP, on voit le naufrage actuel. Est-ce qu'on entend beaucoup parler du retour très, très prochain de Nicolas Sarkozy sur la scène politique? Est-ce que vous estimez qu'il est en grande partie responsable du naufrage actuel du grand parti de droite qu'est l'UMP? Marielle de Sarnez. Je pense qu'il y a deux réponses à cette question. Il y a d'abord, est-ce que l'UMP était une bonne idée au départ? Est-ce que vouloir réunir la droite et le centre était une bonne idée? Je ne le crois pas. Je crois qu'au fond, on perd sur les deux côtés. On est un parti qui n'est plus vraiment un parti de droite, donc on laisse le champ libre et le champ ouvert à d'autres forces, au Front National. Et on n'est pas vraiment le centre, donc on laisse le champ libre et ouvert au centre. Et donc, moi, je crois qu'il vaut mieux qu'il y ait à droite un parti de droite républicaine, honorable, respectable, sur ses thèses, sur ses valeurs, sur ses idées, et que le centre soit le centre, que la droite soit la droite, et que le centre soit le centre. Donc ça, c'était, à mon avis, quelque chose qui n'allait pas dans la conception de l'UMP, et c'est d'ailleurs pourquoi François Bayrou et nous ne l'avons pas rejointe. Je pense que c'était une erreur. Donc ça, c'est déjà un premier a priori, on va dire, plus idéologique. Et puis il y a évidemment ce qui se passe aujourd'hui, c'est terrible. Je veux dire, on a le sentiment en France qu'on ne sort jamais des affaires dans la politique ou de la politique et des affaires. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est dévastateur.
Je veux dire, déjà, le niveau de confiance des citoyens français dans leurs institutions est extrêmement bas. Mais là, vous voyez avec ce qui se passe, comment voulez-vous que le niveau de confiance soit haut ? Par exemple, pour les partis politiques. Alors, est-ce que Nicolas Sarkozy a une part de responsabilité ? Écoutez, moi, j'ai fait plusieurs campagnes présidentielles dans ma vie, pas comme candidate, comme directrice de campagne, comme en charge de ces campagnes, au cœur du système, au fond. Pour Raymond Barre, pour Giscard et puis pour François Bayrou. Alors, peut-on ne pas savoir quand on est au cœur du système ? Franchement, non. Je veux dire, moi, François Bayrou savait tous les jours, et moi qui étais en charge de cette campagne, j'avais évidemment, je m'étais fixé une règle avec le trésorier, qui était Michel Mercier, qui était de respecter la loi, tout simplement, d'être dans la légalité. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a en France d'avoir au fond un financement public. Ce financement public, il vient de qui ? Il ne tombe pas du ciel comme ça. Il vient des contribuables. Donc on a un devoir, au fond, de respect de la loi. Et je pense qu'en plus, on peut faire des campagnes sans dépenser des millions et trop d'argent. Deuxième question que ça pose derrière, alors je ne vais pas revenir sur toutes les questions de surfacturation, tout ça, c'est atroce. Mais ça pose une deuxième question, qui est qu'au fond, si on a un financement public, c'est aussi pour respecter le principe d'égalité. C'est-à-dire que chacun soit traité de la même façon. Et oui, mais c'est extrêmement important. Et ce principe-là, si quelqu'un dépense 2 fois plus ou 3 fois plus que ce qui est autorisé, et donc que les autres candidats, c'est évidemment un principe qui n'est pas respecté. Et donc, ça n'est pas sain pour la démocratie. Donc, il y a bien une responsabilité, si je vous suis. Il y a une responsabilité judiciaire de Nicolas Sarkozy. Il y a une Moi, je ne vais pas me prononcer sur la responsabilité judiciaire d'un tel ou un tel. Je vous dis simplement, moi, qui ai fait des campagnes présidentielles, je savais ce que nous dépensions chaque jour, le jour. Et j'avais pour objectif, et je le tenais à chaque fois, de ne pas dépenser plus que ce qui était autorisé. Et je dis que quand on dépense 2 fois plus que ce qui est autorisé, ça pose un problème parce qu'on ne respecte pas la loi, et que deuxièmement, ça pose un problème parce que ça crée une inégalité de traitement qui est colossale. Et vous considéreriez que son retour sur l'avant-scène politique, Nicolas Sarkozy, sera un peu fort de café ? Benjamin Rosier. Ça, c'est son choix. Et puis, ça va être le choix de l'UMP. Est-ce que ça va être aussi facile qu'il le pense ou qu'il le pensait ? Je n'en sais rien. Je vois les tensions à l'UMP. Il y a beaucoup ça vous paraît pas si simple, en tout cas. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de règlements de compte. Enfin, on sent que le climat n'est pas un climat, on va dire, apaisé à l'UMP. Ensuite, il y a la question, au fond, de savoir si, pour la présidentielle d'après-demain, il y aura des rassemblements qui seront éventuellement possibles ou nécessaires. S'il y a des rassemblements possibles, parce que ça sera nécessaire, est-ce que Nicolas Sarkozy est le meilleur rassembleur ? C'est une question. Vous excluez ? C'est une question pour l'UMP d'ailleurs aussi. Et votre réponse, Marielle de Sarnez ? Mais moi je vous dis, c'est une question. Je pense qu'il y a des hommes politiques, il y a des personnalités politiques pour lesquelles j'ai beaucoup d'estime et de respect, qui ont une capacité de rassemblement. François Bayrou en fait partie comme homme politique, Jean-Louis Borloo aussi, Alain Juppé, François Fillon. Ce sont des hommes politiques qui, au fond, peuvent travailler ensemble. Bon, Nicolas Sarkozy, peut-être c'est un peu différent. Vous excluez, l'avenir le dira. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourrez parler moins en creux et plus directement ? Je parle comme j'ai envie de parler. Est-ce que vous excluez, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous excluez, dans le cadre d'une alliance éventuelle avec l'UMP, de soutenir Nicolas Sarkozy au second tour en 2017 ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît aujourd'hui impossible, quoi qu'il arrive ? D'abord, je ne me mets pas aujourd'hui, je vous ai dit que c'était une élection d'après-demain. Je pense que ça n'est pas de saison d'être aujourd'hui sur la question présidentielle. Et je ne suis pas sûre que, au fond, Nicolas Sarkozy va réussir à rassembler déjà sa propre famille. Alors on va attendre et regarder. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Vous plaidez donc pour une droite républicaine qui soit honorable et puis un centre qui soit réellement centre. Mais en fait, d'une certaine façon, le renouveau, vous dites qu'il repasse par la restauration d'un ancien clivage ou d'une ancienne composition UDF-RPR. En fait, vous faites du neuf avec du vieux, quoi. Écoutez, moi, je crois qu'effectivement, l'UMP, ça n'était pas forcément une bonne idée. Si vous êtes satisfait que le Front National soit à 25% dans le pays, moi je ne suis pas satisfaite de ça. Alors on peut dire que c'est très très bien que l'UMP... que le Front National monte. Je peux finir. On peut dire que c'est très très bien que l'UMP ait laissé le champ libre au Front National. Moi je ne fais pas partie de ceux qui s'en réjouissent. Et donc je pense qu'au contraire, l'UMP, la droite républicaine, doit reprendre ses fondamentaux. Et doit essayer de faire diminuer le Front National. Le centre aussi.
C'est-à-dire que d'ailleurs, c'est la dynamique en politique qui peut faire diminuer le Front National. Quand François Bayrou a été haut en 2007, le Front National était bas. Mais je trouve qu'un parti de droite qui s'assume comme tel, un parti de droite républicaine qui s'assume comme tel, c'est bien, avec un centre qui s'assume. Plus large, différent de ce que faisait l'UDF. L'UDF, c'était une autre époque, j'en ai été, j'ai beaucoup aimé l'UDF, j'ai beaucoup aimé Valéry Giscard d'Estaing, c'est une autre époque. Donc on doit penser aussi la politique différemment. Et penser la politique différemment aujourd'hui, c'est, je pense, aller jusqu'au bout de ce changement des institutions, que moi j'appelle vraiment de mes voeux, qu'on ait une assemblée qui ressemble enfin à la France, que l'ensemble des courants politiques soient représentés, et que les relations entre les courants politiques... Soient représentés aussi. Oui, comme il est au Parlement européen, et que les relations, même si je les combats, même si je suis en désaccord avec eux, je trouve que chaque électeur a le droit d'avoir ses représentants dans le Parlement, qu'il soit national ou qu'il soit européen. Ça, c'est le droit légitime de chaque électeur qui fait son choix comme il le souhaite. Une dernière question de Laurent Boissieu-Lacroix pour J'aimerais brève de Marielle comprendre une petite chose. On voit bien qu'au PS, actuellement dans la majorité de gauche, il y a des députés frondeurs qui ne soutiennent pas l'orientation politique en disant qu'elle est trop au centre-gauche, trop au centre. Donc si elle ne plaît pas à l'aile gauche du PS, elle devrait vous plaire au centre, elle devrait vous plaire, l'orientation politique actuelle. Marielle de Sarnez. Dans les mots, il y a quelque chose d'intéressant. Je veux dire, depuis que François Hollande a dit oui, il faut plutôt choix du côté des entreprises, il faut plutôt que je soutienne les entreprises, on va faire un pacte de responsabilité, on va faire oui, c'est pas bien de laisser filer les déficits. C'est du Bayrou. Oui, mais après, la question c'est, est-ce qu'il fait les choses? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est une vision, au fond, qui est compréhensible par les Français? Est-ce qu'on n'est pas quelque part trop dans le discours? C'est pareil, Manuel Valls, quand il parle, il y a des choses qui me vont. D'ailleurs, la réforme ferroviaire, nous l'avons votée, les députés du centre l'ont votée au Parlement, donc on peut tout à fait regarder ce qui va bien. Ce qui manque, je trouve, principalement, peut-être d'abord, ce sorte de tournant, c'est arrivé, je veux dire, ce positionnement-là, il est arrivé trop tard. Et je pense que quelquefois, trop tard, c'est vraiment trop tard. Donc ça, c'est déjà une première question. Je pense qu'ensuite, ce qu'on peut reprocher aussi, c'est qu'il y a vraiment une absence de vision et de cap. Moi, je ne vois pas bien où la France va, je ne vois pas bien où le gouvernement veut l'emmener. Et même si je sens que de temps en temps, il est plutôt sur un axe de politique social-démocrate, disons les choses, même si c'est le cas, il n'a pas la majorité pour le faire. Donc c'est extrêmement compliqué pour lui. Mais oui, mais ça n'était pas. Vous ne pouvez pas faire des majorités sans passer devant les électeurs. Vous ne pouvez pas. Je veux dire, ça n'est pas dans la culture politique française et ça n'est pas dans la nôtre. Et nous n'avons pas vocation à servir de roue de secours. Absolument pas. Nous avons vocation à faire évoluer la vie politique, à faire évoluer le fonctionnement de la vie politique. Moi, je considère, c'est peut-être différent en cela de l'UDF, que la bipolarisation, droite contre gauche, gauche contre droite, est criminelle pour le pays. Et que depuis 30 ans, ça ne donne au fond que de mauvais résultats. De mauvais résultats économiques, sociaux. La France ne va pas très bien. Et que je pense qu'il faut qu'on sorte de cette bipolarisation. Et avec l'UDI, mais oui, mais c'est très bien, avec tout le monde, avec tous ceux qui pensent que la bipolarisation n'est pas une fin en soi. Avec tous ceux qui pensent qu'on peut penser une vie politique sans être en guerre civile. On peut essayer de se parler, de porter la force de renouvellement et de rassemblement. C'est ça notre responsabilité. Très bien, nous vous avons bien compris, Marielle de Sarnez. Nous avons marqué une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Nous nous retrouvons dans un court instant. Merci de rester avec nous. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour Face aux chrétiens. Notre invitée est Marielle de Sarnez, députée européenne, vice-présidente du MoDem. Elle est interrogée dans cette édition par Laurent Boissieu pour La Croix, Benjamin Rosier pour RCF et Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. C'est Benjamin Rosier qui pose la première question de cette deuxième partie. Alors on va peut-être aborder des questions plus sociétales. Que vous inspire, Marielle de Sarnez, le verdict concernant le docteur Bonnemaison qui a été acquitté? Il était accusé d'avoir... de sa seule décision, abréger la vie de 7 personnes en fin de vie. Marielle de Sarnez. D'abord, cette décision qu'il a prise se place hors du cadre de la loi Leonetti. Il faut que je le rappelle, il faut qu'on le rappelle. Donc on ne peut pas mélanger, au fond, les deux affaires qui arrivent malheureusement en même temps. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je pense qu'il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est au fond, dans la position des jurés, il faut qu'on essaye de comprendre quelque chose. Mais vous le savez,
je crois que toutes les questions, d'abord la question de la mort est une question qui est une question existentielle pour nous-mêmes, pour nos compatriotes, et qui est une question qui n'est pas facile. Et il se rajoute à ça une deuxième question, qui est la question de la fin de vie. Et au fond, chacun d'entre nous se pose la question de la dégradation de ses proches, de ses parents, des gens de sa famille, et se pose la question d'une fin de vie dégradée. Et tout le monde se dit, mais qu'est-ce que je ferais si moi aussi j'étais dans une fin... Et donc je crois que c'est comme ça qu'il faut lire, à mon avis, qu'il faut essayer de comprendre. Après, chacun peut avoir son jugement, hein, mais qu'il faut essayer de comprendre ce qu'ont décidé, au fond, ce qu'a décidé le juré. C'est que cette question est très prégnante pour eux. Voilà, c'est leur choix. Mais quel signal peut donner cet acquittement? Qu'est-ce que vous voulez? On est dans le cadre d'une révision. Comment vous comprenez cette décision des jurés en leur âme et conscience? Je viens de vous le dire. Oui. Je pense que chacun des jurés a dû se poser la question de sa propre fin de vie aussi, ou de la fin de vie de ses proches. Et qu'ils ont dû conclure que ce qui avait été commis, certes avec compassion, bien que ce soit en dehors de la loi Leonetti, ne requérait pas de peine. Mais une loi qui va être révisée, donc quel signal ça envoie? Écoutez, franchement, je suis favorable à cela. C'est-à-dire, je suis favorable à ce que le gouvernement fait dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas avec encore une loi, une nouvelle loi, c'est-à-dire ce qu'ils avaient annoncé il y a un an, que tout ça soit mis de côté, qu'ils choisissent au fond une voie plus apaisée pour aller jusqu'au bout de la loi Leonetti. Regardez peut-être si elle s'applique, comment elle s'applique, regardez ce qui marche bien, regardez ce qu'il faudrait peut-être modifier. Je trouve que la mission qui a été confiée aux deux parlementaires, dont Jean Leonetti, ça va dans le bon sens. Je pense que c'est la bonne façon de procéder. Après, vous le savez comme moi, est-ce qu'on peut toujours légiférer sur tout? C'est extrêmement compliqué. Est-ce qu'on peut tout codifier? Est-ce que chaque situation individuelle n'est pas autant? Est-ce qu'il n'y a pas autant de situations individuelles? Mais vous avez bien compris dans ce que je disais que moi, je considère que cette affaire était en dehors du cadre de la loi Leonetti. Donc ça pose effectivement d'autres types de questions. Je suis d'accord avec vous. Mais quand on regarde, ce qui se passe dans l'immense majorité des pays européens, parce qu'on parle toujours des pays qui autorisent l'euthanasie ou des pays qui, au contraire, ne l'autorisent pas. Ce qui se passe dans l'immense majorité des pays européens, c'est la loi Leonetti, en fait. C'est-à-dire, au fond, des lois qui sont simplement contre une forme d'acharnement thérapeutique. Et donc, cette voie-là, avec l'accord du patient, avec l'accord des familles, c'est à peu près ce qui se passe. Je pense que cette voie-là, c'est bien de l'approfondir. Et je trouve que ce qu'ont décidé François Hollande et Manuel Valls, ça va dans le bon sens au niveau de la méthode. En fait, là, vous ne répondez pas sur le fond, parce que jusqu'au bout de la loi Leonetti, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Parce que vous avez un peu deux tendances aujourd'hui. Vous avez ceux qui disent qu'elle maintient une ambiguïté et il faut au contraire la rendre plus restrictive pour éviter des affaires comme celle de Vincent Lambert. Ou au contraire... il faut aller plus loin dans l'arrêt des soins. Voilà, non, moi je ne dis pas ça justement, je ne dis pas ça. Je pense que la loi Leonetti, elle s'applique dans le cadre de Vincent Lambert. Ce qui pose problème et ce qui est extrêmement douloureux, c'est que la famille est divisée. C'est ça, au fond, le problème dans l'affaire de Vincent Lambert. Et avec une famille divisée, avec une épouse qui a une position, une maman qui en a une autre, comment voulez-vous que la loi prévoie ça ? Évidemment. Donc moi, je ne dis pas forcément qu'il faut aller plus loin, je ne dis pas forcément du tout ça. Je dis simplement que là, dans ce cas de Vincent Lambert, et ce qui est absolument douloureux, probablement pour lui aussi, c'est cette division de la famille. Ce sont des positions qui sont complètement opposées, et ça, aucune loi du monde, aucune loi au monde ne pourra répondre à cette question. Par exemple, ça pourrait être une disposition. En tous les cas, vous voyez bien que le fait que la famille ne soit pas d'accord, ça arrête les choses. Et ça, évidemment que c'est plus difficile. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut prévoir dans la loi? Qu'il y ait une unanimité de la famille? Jusqu'où s'étend la famille? Jusqu'où ça va? Comment on les réunit? Je veux dire... En fait, la loi ne peut pas tout dire. C'est difficile, hein? Pardon? La loi ne peut pas tout dire. Non, c'est ce que je vous dis. La loi ne peut pas tout dire. Donc il faut aussi faire confiance, au fond, au corps médical, à l'intelligence de chacun, au fond... aux médecins, quand ils sont en collégialité. C'est extrêmement important. Ça n'a pas été le cas pour l'affaire précédente. Je le souligne et je le fais remarquer. Je pense que la collégialité est absolument vitale.
Laurent Boissieu-Lacroix. Autre sujet éthique, la France vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir refusé de retranscrire dans l'état civil français des enfants nés par gestation pour autrui, par mère porteuse, aux États-Unis, donc à l'étranger. Selon vous, est-ce qu'au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, il faut valider posteriori un contournement de la loi française? C'est très difficile pour un enfant de ne pas avoir de filiation reconnue. Il a un père biologique, je le rappelle, hein, en plus, par ailleurs. Il n'est pas reconnu. Alors, je vois bien, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé. Donc, puisque ça n'est pas autorisé, on ignore, au fond, ces enfants. Ben, on ne peut pas ignorer ces enfants. C'est très difficile, c'est très délicat comme sujet. Mais oui, je crois que ce qui doit primer, c'est le droit de l'enfant. Et au fond, le droit de l'enfant, c'est de connaître ses parents et d'avoir des parents. Sans pour autant autoriser la gestation pour autrui. C'est une autre question. Ouvrons ce débat, si vous voulez, un jour en France. Je ne suis pas sûre qu'il faille aujourd'hui l'ouvrir. On est déjà dans cette question de toutes les questions qu'on vient de voir, qui touchent à la fin de vie. Ce sont des questions sur lesquelles il faut vraiment un respect, une écoute, un dialogue, une précaution de langage, et probablement que les politiques ne soient pas sur le premier rang, au fond, de la réflexion, qu'ils aient aussi, qu'ils prennent leur part. Mais qu'on ne politise pas à outrance ce type d'évolution. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Et justement, puisqu'on parle de Cour européenne, précisément, la Cour européenne a indiqué que comme il y avait un recours, la décision du Conseil d'État devait être suspendue. Est-ce que... Sur l'affaire Lambert. Sur l'affaire Lambert, oui. Sur l'affaire Lambert, parce que là, sur plusieurs affaires à la fois. Sur l'affaire Lambert. Vous estimez que c'est une réponse, comme le centre est plutôt européen, vous dites que tiens, c'est une bonne intervention de l'Europe, qu'elle joue son rôle. Il faut que vous ajoutiez quelque chose, c'est qu'elle ne s'est en aucun cas prononcée sur le fond. Oui, tout à fait. Donc, non mais disons-le, bien sûr, c'est tout à fait conservatoire. Oui, je pense que peut-être ça sera moins que plusieurs mois, donc c'est tout à fait conservatoire. Écoutez, c'est la maman qui les a saisis. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je trouve que la division de la famille, l'opposition des membres de la famille sur l'avenir pour les uns de leur époux, de leur mari et pour les autres de leur enfant, c'est terrible. Et je pense que ces deux parties de la famille souffrent. Et que peut-être le patient souffre lui aussi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de souffrance dans tout ça. Et quand vous écoutez le corps médical, c'est un peu ce qu'il vous explique au fond. C'est qu'ils sentent que, au fond, si leur patient pouvait exprimer quelque chose. Mais le fait que l'Europe, ça vienne de l'Europe, que écoutez, il y a des juridictions qui existent, qui peuvent être saisies, c'est tout à fait légitime, absolument. Oui, très bien. Sur un autre sujet, peut-être Laurent Boissieu. Oui, il y a beaucoup de sujets éthiques. Je reviens parce que sur la GPA, vous avez dit que ça doit être peut-être pas forcément les politiques qui se mettent en avant dans le débat, il ne faut pas trop politiser ce débat-là. Est-ce que vous trouvez déjà que le débat sur le mariage pour tous a été trop politisé et d'une part, et d'autre part, est-ce que, parce que c'est des voix qu'on entend dans la majorité de gauche aujourd'hui, il faut aujourd'hui aller plus loin, alors peut-être pas la GPA, bien que votre position, vous ne l'avez pas finalement exprimée, votre position personnelle, mais autoriser la progression médicalement assistée pour les couples homosexuels? Marielle de Sarnez. Oui, sur toutes ces questions, je pense qu'il faut faire très attention. Je pense que la manière dont a été géré le mariage pour tous, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire des politiques qui s'emparent d'un sujet pour, au fond, rassembler leur majorité, en opposition avec l'opposition. C'était une volonté Oui, je pense qu'il y avait derrière. Oui, je pense qu'il y avait tactiquement, stratégiquement, parce que c'est pas de la stratégie. Au fond, une volonté comme ça de resserrer les rangs de la majorité sur un sujet sociétal qui rassemblait une partie de la majorité, une grande partie de la majorité. Je pense que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Et je pense qu'il faut avoir des procédures de réflexion qui soient dans le temps, qui ne soient pas politisées et qui ne soient pas partisanes. Concrètement, sur la PMA, qui ne soient pas partisanes. Mais regardons. Qu'est-ce que vous mettriez en place comme instance éventuellement? Mettons en place des commissions, écoutons les uns et les autres, regardons le droit européen dans les pays qui nous entourent, regardons comment ça se passe ailleurs, écoutons les familles avec respect, respectons des positions qui peuvent être distinctes, ce qui n'a pas été le cas dans la manière de gérer le mariage pour tous. Je me souviens très très bien. Moi, je suis pour l'union civile, absolument. Donc, je n'ai pas de questions là-dessus. Mais la manière dont ça a été fait était la mauvaise manière. La manière dont ceux qui avaient une position différente de celle du gouvernement n'ont pas été entendus, par exemple, dans les auditions au Parlement, c'est une mauvaise méthode. Et donc, je pense que pour tout ce qui touche à l'éthique,
à l'évolution quelquefois, qui est quelquefois nécessaire de la société, parce que les sociétés évoluent, parce que les temps évoluent, parce que le monde change, et parce qu'autour de nous, ça évolue. Et donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit faire comme les autres pays font, mais ça veut dire qu'on doit prendre en compte cette évolution, mais qu'on doit le faire de façon non partisane, sans antagoniser et en se respectant. C'est très important. Benjamin Rosier, RCF. Et cette consultation non partisane prendrait par exemple la forme de grands états généraux sur la PMA et sur la GPA? Ça peut être une commission d'éthique qui soit en charge de cette réflexion et qui écoute et qui fasse effectivement quelques propositions au bout d'un certain temps. Vous avancez l'éthique de la discussion, en fait, une forme de méthode, mais il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réflexion du centre sur ces questions de fond. Mais parce que vous êtes en train de me dire que le centre devrait avoir une position sur la GPA, une position sur la procréation médicalement assistée, et que sur toutes ces questions d'éthique, nous devrions avoir une seule position. Il y a des personnalités qui sont en faveur, il y a des personnalités qui s'interrogent sur cette question-là. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt ouvert à ces questions-là. Quand des femmes qui ont envie de faire des GPA viennent me voir, viennent me parler, j'essaye de comprendre, d'entendre aussi les arguments. Et je peux comprendre et entendre les arguments. Et puis il y a peut-être au mouvement démocrate des personnalités, des élus qui vont être plus sur la réserve. Moi, justement, je pense qu'il ne faut pas avoir une position partisane, avoir une position idéologique, de principe. Ce sont des questions qui interrogent la conscience de chacune et de chacun. Alors on peut se retrouver sur des grands principes, au fond, de regarder quand même la manière dont les choses peut-être évoluent ailleurs, parce qu'il y a aussi de l'hypocrisie à avoir des lois chez nous alors qu'on sait qu'elles sont contournées, je veux dire, par rapport à notre propre loi de l'autre côté de la frontière. Mais en fait, pour vous, ce sont pas des sujets politiques clivants. Louis Dauphren. Oui. En fait, c'est ça. Donc, alors que le monde, je ne sais pas, les chrétiens ou une partie du corps politique, c'est quand même fortement divisé là-dessus. Donc vous n'avez pas l'impression d'être un peu absente du débat? Écoutez, j'essaye de trouver, de penser, de réfléchir avec vous quelque chose qui pourrait faire en sorte que les évolutions nécessaires de société en France soient conduites de façon non idéologique, non politique, non partisane. Voilà. Pas simple. Hein. C'est pas simple, mais je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Très bien, nous allons marquer une nouvelle pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Notre invitée aujourd'hui est Marielle de Sarnez, vice-présidente du MoDem. Merci de rester avec nous, à tout de suite. Retour sur le plateau de Face aux chrétiens avec Marielle de Sarnez aujourd'hui, vice-présidente du MoDem, députée européenne. Elle est interrogée dans cette édition par Laurent Boissieu pour La Croix, Benjamin Rosier pour RCF et Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Louis Dauphren pose la première question de cette troisième partie. C'est un sujet qui est advenu assez tard dans la campagne européenne, celle du traité transatlantique. Oui. Ce sujet qui a peut-être animé la fin de la campagne européenne. Alors vous qui connaissez bien ces institutions-là, comment vous situez-vous par rapport à ces négociations qui nous mettent en présence des normes européennes et américaines? Jusqu'où faut-il aller? Qu'est-ce que vous refuserez à tout prix et qu'est-ce que vous accepterez? Je crois que d'abord, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans cette affaire. C'est évidemment, mais c'est toujours la même manière, c'est la manière dont la France traite les questions européennes. C'est-à-dire, c'est sans aucune transparence, sans aucune clarté, dans l'opacité la plus totale. Le gouvernement français, François Hollande, oui, c'est vraiment propre à la France. François Hollande a donné son feu vert en juin dernier à la Commission en disant « Moi, la France, je vous donne mon feu vert de la France pour aller négocier le traité transatlantique avec les États-Unis, à la Commission européenne. » Sans qu'il y ait eu aucun débat en France. Sans qu'il y ait eu aucun état généraux avec les agriculteurs, avec les industriels, avec les banques, avec les services financiers, pour essayer de regarder les lignes rouges, au fond, de la France, qui ensuite auraient été transmises. Il aurait fallu le faire. Mais bien sûr, on ne peut pas faire. Alors tout le monde a découvert, tous les Français ont découvert qu'il y avait une négociation avec les États-Unis sur un traité transatlantique au moment de la campagne européenne. Très bien, c'est formidable, mais vous ne croyez pas que ça aurait été mieux qu'ils soient associés avant? Et je le dis d'autant plus que c'est un traité qui devra être ratifié, non pas seulement par le Parlement européen, mais par chacun des parlements nationaux de chacun des États membres. Et donc, la politique commerciale relève de l'Union européenne et dans les négociations internationales, c'est le commissaire européen. C'est ce qu'on appelle un traité mixte qui ne traite pas que des questions commerciales et qui sera, la Commission européenne l'a annoncé, et il ne peut pas en être autrement, ratifié par chaque parlement national. Donc on ne pourra pas se défiler. Si on ne peut pas se défiler, autant préparer les choses avant, autant en débattre avant, plutôt que d'attendre qu'il nous arrive dessus. Ça, c'est le premier point qui ne va pas dans le discours
dysfonctionnement, au fond, dans la méthode France-Europe. Et puis ensuite, il y a deux questions de fond. La question cruciale, essentielle, c'est nous avons, nous, des normes en Europe qui sont les normes les plus protectrices de la planète. Certains pensent que c'est trop protecteur. Moi, je ne le pense pas. Je pense que c'est une avancée, je pense que c'est un progrès, je pense que c'est un atout pour l'Union européenne et pour toute l'Europe. Et donc, il faut respecter nos normes. On ne peut pas abaisser nos normes, on ne peut pas abaisser nos standards. Ça, c'est pour moi la première ligne rouge. Les opposer aux Américains. Non, on ne peut pas demain prendre les normes américaines sur l'agroalimentaire. Enfin, on voit bien sur tous les secteurs. On ne va pas revenir sur le poulet à l'eau de Javel. Mais bon, c'est ça. Hein. Et puis la deuxième question, c'est la fameuse question des tribunaux arbitraux. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une justice, au fond, extraterritoriale, au-delà de la justice de chaque État membre et de la justice européenne, qui peut imposer que des intérêts particuliers soient pris en compte contre les législations nationales? Ma réponse est non. Ma réponse est que nous avons un droit suffisamment, au fond, avancé en Europe, avec des appels possibles pour les investisseurs, hein, et que nous n'avons pas besoin d'un tribunal arbitral. Ça, c'est les deux lignes rouges. Et le troisième point, c'est le premier dont je vous ai parlé, c'est la transparence. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le mandat, par exemple, que le Conseil, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, ont donné à la Commission européenne, n'a toujours pas été publié. Alors, quand on est finaux, on va sur Internet, on le trouve. Mais enfin, pourquoi ne pas le publier? Pourquoi ne pas... Vous avez d'autant plus peur et vous avez d'autant plus de crainte quand on ignore, au fond, ce qui est en train de se passer. Et donc, moi, je souhaite, sur ce point de vue, sur ce point, que la transparence totale soit faite et que les parlements nationaux soient, comme le Congrès américain, impliqués dans les négociations en prenant en compte la défense des intérêts européens. C'est le dernier point que je veux dire. Il est normal que nous, Européens, et que chacun de nos parlements défendent les intérêts des Européens dans cette négociation, comme le Congrès américain défend les intérêts des Américains. J'ai été trop longue, pardon. Est-ce que c'est un sujet fédérateur pour je sais pas, pour la droite, le centre? Est-ce que ce traité transatlantique, tout ce que vous avez affirmé, peut réunir... je crois que ça peut réunir même les sociodémocrates. Je crois que ça peut réunir, au fond, de la droite républicaine aux sociodémocrates en passant par le centre. Mais ça aurait été beaucoup mieux qu'on ait ce débat avant, qu'on ait cette position, que le président de la République fasse une conférence de presse, qu'on ait entendu les corps intermédiaires, tous les gens que cet accord concerne. Il n'est peut-être pas encore trop tard. On a été réunis au Quai d'Orsay, un certain nombre de parlementaires. Je suis dans le comité de suivi de ce traité transatlantique avec des membres du gouvernement. Il n'est pas trop tard pour organiser un certain nombre de débats à l'Assemblée, au Sénat. Ça n'est toujours pas le cas. Benjamin Rosier, RCF. Si on vous comprend bien, s'il n'y a pas de réciprocité sur les normes européennes, c'est si on met en cause les normes européennes, c'est on maintient une dose de protectionnisme. Mais je ne sais pas si vous pouvez appeler ça du protectionnisme, mais au fond, les Américains, ils ont aussi leurs intérêts qu'ils défendent. Vous savez, il y a par exemple aux États-Unis un Small Business Act, c'est-à-dire que les marchés publics américains, vous parlez de réciprocité, ils sont réservés aux entreprises américaines. Alors, bon, moi je pense que c'est quelque chose qu'on devrait avoir en Europe. C'est-à-dire qu'on devrait être capable d'ouvrir les marchés peut-être, mais qu'on devrait aussi avoir un Small Business Act européen. Et on réserverait une partie des marchés publics aux PME et aux petites et moyennes entreprises européennes, comme les Américains le font, ce serait bien. Ce qu'on voit à l'occasion de ces discussions, et c'est ça qui est très intéressant, ce qu'on voit, c'est au fond quelquefois la faiblesse de l'Europe et de l'Union européenne. C'est-à-dire que les Américains défendent leurs intérêts et ils y vont. Et ils ne sont pas naïfs. Ensemble. Nous, on est naïfs. On ne défend pas nos intérêts ensemble. On n'a pas de stratégie commerciale ensemble. On ne parle pas d'une seule voix avec les grands émergents comme la Chine. J'ai beaucoup travaillé sur cette question lors de mon dernier mandat. Chacun y va de son point de vue ou de sa voix. On ne doit pas être naïf. Et donc, on ne peut avoir à terme, on n'est pas pressé, un accord avec les Américains, que si, ces lignes rouges, elles n'y sont pas, c'est extrêmement important, et que si, on ne perd pas dans la défense de nos propres intérêts. Et donc, je crois que ça doit nous faire avancer plus vite sur un certain nombre d'instruments ou d'outils dont nous avons besoin en Europe et que nous n'avons pas aujourd'hui. Laurent de Boissieu, toujours sur l'Europe. Vous avez soutenu Guy Verhofstadt pour la présidence de la Commission européenne. Finalement, ça va être un accord de grande coalition, en quelque sorte, entre le PPE, Jean-Claude Juncker, et le PSE, le socialiste européen, Martin Schulz. On peut dire entre l'UMP et le PS, si on transpose dans la vie politique française. Non, pas tout à fait. Ce qui est en cours en ce moment, c'est un accord de coalition à 3.
qui est en cours aujourd'hui, au moment où on parle. Voilà, ma question c'était quelle est votre place? Je vais vous dire, les conservateurs et les socialistes, ça ne fait pas la majorité nécessaire au fonctionnement de ce Parlement pour les 5 années qui viennent. Et donc, ils ont besoin du centre. Et donc, il va y avoir, je le souhaite, c'est en train de se faire, un accord, une coalition, je préfère ce terme au terme accord, une coalition, au fond, des Européens, on va dire. J'ajouterais volontiers réformateurs, parce que je pense qu'il faut changer des choses pour que l'Europe marche mieux et qu'elle soit plus efficace. Et donc, une coalition à 3, les conservateurs, les socialistes et le centre. Une coalition sur le nom de Jean-Claude Juncker? Pas seulement sur la question de la présidence de la Commission, je vais y venir, sur un certain nombre de priorités politiques. Parce que les socialistes l'ont déjà dit. Ce qui est d'abord vital, c'est qu'on ait un certain nombre de priorités pour l'Europe à 5 années. C'est ça qui compte. Et qu'on ne fasse pas, qu'on arrête avec des espèces de programmes arbre de Noël où on parle de 70 choses. Il faut qu'on ait 3-4 priorités, rendre l'Europe plus efficace, plus politique, plus tournée vers la croissance et l'emploi, plus intégrée au niveau de la zone euro, avec de nouvelles politiques communes, par exemple en matière d'énergie, par exemple en matière d'immigration. Je pense qu'il faut une politique commune en matière d'immigration et qu'on ait enfin une Europe qui pèse et qui parle d'une seule voix dans le monde pour aller très très vite. Quelle serait la mesure clé? Mais, pardon, je réponds à votre question quand même. Cette coalition dont je parle, je pense que la logique est qu'elle soutienne Jean-Claude Juncker. C'est, au fond, la procédure que nous avons souhaitée. C'est une avancée démocratique. Ce n'est pas une fin en soi, du point de vue de la démocratie. Moi, je souhaite qu'un jour, le président de la Commission et le président du Conseil, c'est-à-dire une seule personne, soient élus un jour, à terme, par les citoyens européens et dans un premier temps par un congrès européen, au fond, composé du Parlement européen et des parlements nationaux. Donc je vous dis juste que nous soutiendrons, si nous nous accordons sur un certain nombre de priorités, nous soutiendrons la candidature de Jean-Claude Juncker, qui est un homme tout à fait respectable et estimable. L'exigence ou la garantie qui pouvait importante dans cet accord de coalition? Vous savez, nous on prend ça au sérieux, les discussions au Parlement européen. Donc je suis en train de vous dire qu'on est en train de se réunir pour la première fois entre ces 3 composantes. Ensuite, on va travailler pendant 15 jours et on va établir un document. C'est pas comme la France. C'est comme les négociations du traité C'est pas comme la France quand Chirac disait. Comme les négociations du traité transatlantique, vous pouvez nous dire quel est votre mandat de négociation? Je vais vous le dire. Je vous dis simplement que c'est pas comme la France où en politique, Chirac disait moi je peux signer n'importe quoi, tu me donnes ta feuille avec tes idées, je signe même sans lire. Non, non, nous on va faire ça sérieusement. C'est-à-dire qu'on va prendre 15 jours entre ces 3 grands groupes pour. Alors, nous, c'est facile, on est le centre. On peut faire la synthèse. Mais ceux qui disaient il va falloir que l'Europe arrête sur les déficits budgétaires et relance la croissance et mette les investissements en dehors des 3%, etc., ça va être moins facile. Mais il faut établir un certain nombre de priorités. Moi, je pense qu'on a vitalement besoin d'une Europe qui soit plus politique, qui soit plus démocratique, et d'une Europe qui se mobilise au service de la croissance. Ça veut dire, par exemple, mobiliser l'épargne privée au service de grandes infrastructures, avoir demain une politique commune de l'énergie. Ça veut dire avoir une zone euro intégrée. On ne peut pas avoir, vous me demandez une mesure, je vous donne celle-là. On ne peut pas avoir une monnaie commune sans avoir en même temps une politique économique, budgétaire, fiscale, sociale commune. Donc on a besoin d'aller vers une convergence, vers un agenda. Moi, je demande un agenda de la convergence sociale et fiscale, qu'à 5 années, on mette fin aux disparités les plus lourdes qu'il y a. C'est express. Mais qu'on mette fin aux disparités les plus lourdes. Mais si on ne décide pas de le faire maintenant, on ne le fera jamais. Et vous ne pouvez pas avoir des disparités entre les salariés du monde, entre les salariés du monde agroalimentaire allemand ou les salariés du monde agroalimentaire français en Bretagne. Vous ne pouvez pas avoir des disparités qui font que ça nous crée des problèmes d'emploi tous les jours. Ça n'est plus possible. On ne peut pas avoir de distorsion. Donc logique. Voilà une priorité. Mais c'est logique au sein d'un marché unique et avec une monnaie unique. Mais sur quel taux s'aligner? Si on prend la fiscalité sur les taux français? On va dire le taux moyen. Si vous prenez l'impôt sur les sociétés, vous avez 12% en Irlande, vous avez 38% en France. Alors vous voyez bien qu'entre les deux, il y a du travail. Et donc on peut prendre une moyenne. Ça veut dire qu'il faut que l'impôt sur les sociétés monte en Irlande et ça veut dire qu'il faut qu'en France on le baisse. Parce qu'il est trop haut. Donc moins de dépenses de l'État en France, donc moins de services publics, enfin ça a des conséquences tout ça. Ah bon? Parce que si vous baissez l'impôt sur les sociétés, vous avez moins de dépenses publiques. Peut-être que si vous baissez l'impôt sur les sociétés, vous favorisez la création d'entreprises, peut-être vous favorisez justement la libre entreprise et peut-être vous favorisez la croissance et l'emploi. Vous savez qu'il y a un moment où trop d'impôts tue l'impôt et puis à un moment où trop d'impôts tue la croissance aussi.
Dans ce contexte, Marielle de Sarnez, quel regard portez-vous sur l'axe qui se dessine entre le président de la République, François Hollande, et le président du Conseil italien, Matteo Renzi? Je vois bien que François Hollande il a trouvé un camarade, social-démocrate. Moi, je regarde ce que fait Matteo Renzi en Italie avec beaucoup d'intérêt. J'espère vraiment que ça va marcher. Vraiment. Je trouve que ses débuts sont prometteurs, qu'il a dit « je change les institutions italiennes, je change le mode de scrutin, je réforme le Sénat, je réforme la Chambre ». Tout ça est en train de se faire. Oui, mais c'est formidable. Oui. C'est en train de se faire. C'est-à-dire, c'est pas pour 2015, 2022 comme chez nous. Hein? Oui. Et donc, je forme vraiment le vœu que Matteo Renzi réussisse. C'est très important pour la démocratie. Et ensuite, c'est un grand Européen. C'est un Européen convaincu, je le connais. C'est quelqu'un qui aime l'Europe. C'est quelqu'un avec lequel on peut partager un idéal européen. Et il a, au fond, des mots pour parler de l'Europe qui sont des mots un peu nouveaux. Et je trouve ça intéressant. Il ne nie pas qu'il y a une crise de confiance entre les citoyens et les institutions européennes. Et il essaye de trouver des réponses. Vous savez que l'Italie va présider l'Union européenne pour les 6 mois qui viennent. Il va donc venir à Strasbourg lors de la première session de notre nouveau Parlement européen, la semaine prochaine, faire une grande intervention mercredi prochain que j'espère vous suivrez. Est-ce que Manuel Valls, c'est le Renzi français, Marielle de Sarnez, pour préciser la question de Laurent Wauquiez? Ils se connaissent, Manuel Valls et Matteo Renzi. Moi, je trouve que Manuel Valls, il a des qualités. Je veux dire, dans sa primaire, il exprimait un certain nombre, dans la primaire socialiste, il exprimait un certain nombre de positions qui étaient tout à fait des positions du centre. Bon, je crois qu'il essaye, il fait ce qu'il peut, là où il est. Mais je ne suis pas sûre qu'il ait toutes les manettes et qu'il ait le temps de la confiance politique nécessaire au redressement. Éternelle question. Une dernière question, justement. Oui, alors, Benjamin Rosier, en France, vous étiez séduit par cette voie social-démocrate, Hollande-Renzi. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez plutôt d'accord avec J'étais plutôt séduite par Renzi que par Hollande, vous remarquerez. Oui, absolument. Oui. Sur le pacte de responsabilité, on a démarré là-dessus l'émission. Vous disiez, je suis plutôt OK avec la voie social-démocrate de ce pacte-là. On voit qu'il y a beaucoup de mouvements sociaux, notamment liés à ce pacte, liés à la situation sociale en France. Comment vous qualifieriez la méthode de Manuel Valls? C'est ferme, et puis on négocie pour la conférence sociale. Ça vous plaît, cette méthode-là? Je crois qu'il essaye de faire ce qu'il peut. C'est exactement ce que je viens de dire. Dans un contexte très difficile. Par rapport au gouvernement dans un contexte très difficile, où il a effectivement la fronde d'une partie de ses parlementaires, où il n'a pas la majorité pour la politique qu'il aimerait mettre en œuvre. Et où en même temps, au fond, quand vous voulez mettre en œuvre une politique, il faut la confiance. Et la question, c'est que la confiance des Français, elle n'est plus là. Ils ont trop entendu de discours, ils ont trop entendu de promesses, on les a trop baladés, on leur a trop raconté n'importe quoi. Et donc c'est ça la question fondamentale. Donc je ne sais pas, moi, jusqu'à quand ce gouvernement pourra, au fond, tenir. Je ne sais pas s'il n'y aura pas un accident à un moment. Ça n'est pas impossible, et s'il ne faudra pas que François Hollande retourne devant les Français, je ne sais pas, retourne aux urnes. Ce n'est pas impossible. Je ne dis pas que je le souhaite du tout. Je pose la question sur, au fond, est-ce que les fondamentaux sont là pour faire avancer, faire les réformes nécessaires. J'ai entendu des grands discours sur, par exemple, la fusion des régions, sur la suppression des départements, sur le pacte de responsabilité, et je ne vois pas les actes. Et donc là, il y a 2 questions. Est-ce que la volonté de conduire vraiment ces réformes sont là, ou est-ce qu'on dit on va économiser 50 milliards pour faire plaisir, grosso modo, à la Commission de Bruxelles, ou est-ce qu'on va vraiment le faire, et comment et quelles réformes on va mettre en œuvre? Ça, c'est une vraie question. Donc, est-ce que le courage politique est là? Et deuxièmement, est-ce qu'ils auront leur majorité, une majorité, s'ils ont ce courage politique? Ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions. Un accident dans la majorité n'est pas impossible, visiblement. Voilà, ce sera votre dernier mot. Marielle de Sarnez, merci beaucoup d'avoir été notre invitée pour ce qui était en fait la dernière émission de la saison de Face aux chrétiens. Notre prochain rendez-vous aura lieu le jeudi 4 septembre. D'ici là, évidemment, vous pouvez regarder cette émission avec Marielle de Sarnez et toutes les autres éditions de Face aux chrétiens sur les sites respectifs de KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. En attendant ce nouveau rendez-vous, nous vous souhaitons de bonnes vacances, très bon été à tous. Merci.